Alors, pour le cours de mercredi 5 janvier, on va repartir, bien sûr, sur le chapitre grand 2 d'électromagnétisme, qu'on a intitulé le champ électromagnétique. Et dans le premier cours, on avait vu petit 1 les équations de Maxwell. Donc forcément, le postulat fondamental, les équations fondamentales qui permettent de résoudre toutes les situations et qui permettent donc d'exprimer le champ électrique et le champ magnétique produits par une distribution de charge électrique que l'on connaît dans toutes les situations, tout le temps, partout. Voilà, pour vous, c'est toujours valable. Ça peut bien sûr apparaître assez compliqué puisque ça fait intervenir l'opérateur rotationnel et l'opérateur divergence qu'on connaissait déjà, et l'opérateur rotationnel qui est assez compliqué à appréhender, je le reconnais. Mais les situations que vous rencontrerez, bien sûr, seront relativement classiques et relativement simples, évidemment. Alors maintenant, deuxièmement, nous allons parler des propriétés d'invariance et de symétrie en électromagnétisme. Alors ça, c'est pareil, c'est un outil indispensable, très puissant, à utiliser systématiquement dans les problèmes d'électromagnétisme que vous rencontrerez, quand vous aurez besoin effectivement d'exprimer le champ électrique et le champ magnétique produit par une distribution de charge électrique connue ou qu'on vous a donnée. Alors, on n'oublie pas que c'est pas, voilà, exprimer le champ électrique et le champ magnétique, l'intérêt, ça permet d'exprimer l'interaction électromagnétique, donc la force de Lorentz dans toutes les situations. On n'oublie pas ça, c'est ça qui est important. Alors, pour expliquer ces propriétés d'invariance et de symétrie en électromagnétisme, on va utiliser un principe, donc quelque chose qui ne se démontre pas, voilà, quelque chose qui est postulé et qui a toujours été vérifié, qui n'a jamais été remis en cause. C'est le principe de Curie. Alors, le principe de Curie, il est universel, c'est-à-dire qu'il n'est pas valable qu'en électromagnétisme, il est valable en mécanique des fluides, il est valable dans tous les phénomènes, dans tous les domaines. Et le principe de Curie, il dit tout simplement que les invariances et les symétries des causes se répercute toujours sur les effets. Alors, ça paraît un peu philosophique cette histoire, mais on va bien sûr tout de suite rentrer dans le concret. Les invariances et les symétries que l'on va constater pour des causes vont forcément se répercuter sur les effets qui vont suivre ces causes. Qui vont suivre, pardon, oulala, ces causes. Alors, je commence par l'exemple de la gravitation terrestre. Alors, en gravitation terrestre, la cause ou les causes, c'est une répartition de masse. Par exemple, imaginons la Terre, la planète Terre, c'est une répartition de masse. Cette répartition de masse, c'est la cause. L'effet, c'est la force gravitationnelle. C'est l'interaction, c'est la force que vous allez subir si vous êtes à la surface de la Terre ou si vous essayez de sauter d'un mur. Vous allez bien ressentir cette interaction, cette force gravitationnelle. Alors on va supposer que cette répartition de masse a des invariances et des symétries puissantes ici. On va supposer que c'est une sphère parfaite, homogène, ce qui n'est pas vrai en réalité, de centre haut. Donc même masse volumique partout, sphère parfaite. Ça veut dire qu'il y a invariance par rotation autour du point O. Ça veut dire que si j'envisage un point M quelconque dans ou à l'extérieur de la Terre, si je tourne autour du point O, alors dans le plan de la feuille ou dans un autre plan, peu importe, je vais toujours avoir, il va toujours se produire la même chose. Je vais toujours ressentir la même chose, il y aurait toujours le même effet. Donc la répartition de masse est parfaitement invariante par rotation autour du point O. Ensuite, si je prends des plans, tous les plans qui contiennent le point O sont des plans de symétrie pour la répartition de masse. Donc n'importe quel plan qui coupe la sphère en deux en passant par le point O, eh bien c'est un plan de symétrie pour la répartition de masse. J'ai exactement la même répartition de masse de part et d'autre de ce plan. Donc on a ce qu'on appelle des plans de symétrie. Voilà, ça ce sont les propriétés d'invariance et de symétrie pour les causes, donc la répartition de masse. Alors maintenant, ça va se répercuter bien sûr sur la force gravitationnelle, sur son expression, donc sur les effets qui vont suivre cette cause, donc la force gravitationnelle. Alors puisqu'il y a invariance par rotation autour du point O dans n'importe quelle direction, c'est que la force gravitationnelle, elle ne peut pas dépendre de l'angle θ ou de l'angle φ des coordonnées sphériques. Voilà, la force gravitationnelle ne dépendra que de petit r, la distance entre le point M et le centre O. Ensuite, puisque tous les plans contenant le point O sont des plans de symétrie, le plan de la feuille qui contient le point O et le point M est un plan de symétrie. Et puis le plan qui coupe la feuille perpendiculairement et qui contient le point O et le point M, c'est aussi un plan de symétrie. Alors ça, on verra plus tard que ça veut dire que la force gravitationnelle, elle est forcément contenue dans ces deux plans. Donc elle est forcément dirigée selon UR, elle est forcément radiale. Alors ensuite, on sait qu'elle est plutôt centripète puisqu'elle est attractive, mais cette force FG est forcément radiale. Et donc, si je prends un point M' symétrique de M par le point O, eh bien en M', je vais avoir l'effet parfaitement symétrique. Je vais avoir l'image, je vais avoir l'effet image, l'effet parfaitement symétrique. Donc la force gravitationnelle en Mg, c'est forcément l'image de la force gravitationnelle en M. Et ça, pareil partout. Donc voilà pourquoi j'en déduis
que la force gravitationnelle, elle est forcément radiale. Bon, attractive, parce que je sais que c'est attractif et pas répulsif, mais elle est forcément radiale, et elle ne dépend que de petit r. Et c'est de là, bien sûr, que Newton a déduit l'expression de la force en 1 sur r carré, et évidemment, selon UR. Donc voilà un premier exemple de l'application du principe de Curie pour, par exemple, déduire l'expression de la force gravitationnelle, donc l'effet, connaissant les propriétés d'invariance et de symétrie de la cause, donc ici la répartition de la masse de la planète Terre. Alors bien sûr, on va essayer d'appliquer ça en électromagnétisme. Alors en électromagnétisme, la cause ou les causes, ce sont les charges. Alors quand je dis les charges, ça veut dire leur existence, leur présence, caractérisée par le champ scalaire ρ, et puis leurs éventuels déplacements, caractérisés par le vecteur densité de flux de charge électrique J, qui caractérise le déplacement de ces charges électriques. C'est ce qu'on va appeler les sources. En effet, ce sont bien les sources du champ électromagnétique, les charges. Dans les équations de Maxwell, d'ailleurs, elles interviennent dans deux équations de Maxwell. Dans Maxwell Gauss, div 2 égale ρ sur epsilon 0, et dans Maxwell Ampère, ρ de b égale mu 0j plus epsilon 0 mu 0 des 2 sur dt. Donc c'est ce qu'on va appeler les sources. Ce sont les causes. S'il n'y avait pas les charges électriques, quelque part dans l'espace, quelque part à un endroit, il n'y aurait pas de champ électrique et de champ magnétique, et il n'y aurait pas d'interaction, il n'y aurait pas de force de Lorentz. Alors bien sûr, l'effet de ces causes, l'effet qui va résulter de l'existence de ces causes, c'est la force de Lorentz, c'est l'interaction électromagnétique que j'appelle FL. Et indirectement, dans l'expression de la force de Lorentz, il y a le champ E et le champ B, donc les propriétés sur la force de Lorentz, on va pouvoir en déduire des propriétés sur le champ électrique et le champ magnétique. Alors on va décomposer en deux. Petit a, on va d'abord voir les propriétés d'invariance, ensuite on verra les propriétés de symétrie. Alors les propriétés d'invariance, je les décompose en deux là aussi, donc invariance par translation et invariance par rotation. Donc, premièrement, on va d'abord étudier ensemble une invariance par translation. Alors j'ai choisi, pour être concret, une invariance par translation selon l'axe OX en cartésienne, mais ça aurait pu être l'axe OY ou l'axe OZ. Ce sera à vous de vous adapter, c'est pas très compliqué. J'appelle cette translation T. Donc invariance par translation selon OX, translation T, on va voir en quoi ça consiste. J'ai dessiné une distribution de charge D, une espèce de ruban, si vous voulez, un ruban qui est selon l'axe des X, qui est a priori infini à droite et à gauche. Et sur ce ruban, il y a donc une distribution de charges de source, de courant, ρ, J. Alors j'ai considéré que j'avais ρ partout le même ρ et partout le même vecteur J. Voilà. J'appelle A un point quelconque dans cette distribution et A' un autre point. J'appelle M un point quelconque où il y a une charge Q qui va subir une interaction justement de la part de cette distribution D. Le point M aurait pu être dans la distribution, pour des raisons de clarté, je l'ai mis à l'extérieur, mais il aurait pu être dedans. Bien, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une invariance par translation selon l'axe OX? Eh bien, ça découle d'une constatation. Alors, quel que soit le point A pris dans la distribution D, appartenant à D, et quel que soit A', une image de A par T, donc une image de A par la translation selon X, donc j'aurais pu prendre le point A' ici, peu importe, une image par translation, je peux aller où je veux, eh bien alors, je constate que la densité volumique de charge ρ en A' est égale à celle en A. Et le vecteur densité de flux de charge électrique J, le vecteur J en A', est le même qu'en J. Donc je retrouve le même vecteur par translation. Eh bien, si je constate ça pour tout point A, et pour toute image A' de A, c'est qu'il y a invariance de la distribution de charge par translation selon l'axe OX. Donc on dit qu'il y a invariance par translation selon OX pour la distribution. Voilà, c'est la constatation, c'est l'existence. Alors bien sûr, en théorie, ça veut dire que la distribution doit être infinie, puisque le point A', il peut aller vers l'infini et au-delà. Mais en pratique, on pourra utiliser cette propriété d'invariance par translation en pratique lorsque la dimension de la distribution selon x, donc h, si par exemple c'est un cylindre, est très très grande devant l'autre dimension, petit a, par exemple le rayon du cylindre. Ou alors si c'est un ruban, si la longueur du ruban est très grande devant la largeur du ruban. Donc on pourra se permettre, nous en physique, de considérer que c'est valable, évidemment, même si la distribution n'est pas infinie, puisque ça n'existera pas de distribution infinie, si la dimension h est très grande dans la dimension a. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même des petits problèmes aux extrémités, on appelle ça des effets de bord, mais les effets de bord, vous ne les prendrez pas en compte, vous, cette année. Alors maintenant, quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, j'ai donc des propriétés d'invariance par translation pour les causes, donc les charges, les sources, ρ et j,
il en résulte des propriétés d'invariance sur les effets, donc des conséquences sur les effets, donc la force de Lorentz. Eh bien, ça veut tout simplement dire que la force de Lorentz, elle est indépendante de x. Donc la force de Lorentz ne peut pas dépendre de la variable x s'il y a une invariance par translation selon OX. La force de Lorentz, bien sûr, est exercée par la distribution D sur la charge Q qui se trouve en un point M quelconque, donc quel que soit M. Donc, indirectement, dans l'expression de la force de Lorentz, ça veut dire que le champ électrique créé au point M par la distribution D et le champ magnétique créé au même point M par la distribution D sont indépendants de X. Donc quand vous constatez une invariance par translation selon une direction cartésienne de l'espace, X, Y ou Z, eh bien il en résulte automatiquement, vous n'avez pas besoin d'en dire plus, vous dites invariance par translation selon X, donc le champ électrique et le champ magnétique ne peuvent pas dépendre de X, sont indépendants de X. Et ça découle du principe universel de Curie. Évidemment, ça va être très utile, ça va simplifier énormément vos études. Quand vous allez avoir besoin de déterminer un champ électrique et un champ magnétique, ça va bien sûr nous simplifier la vie. Deuxième propriété d'invariance. Deuxième et dernière, il n'y en a que deux à connaître pour vous cette année. L'invariance par rotation autour d'un axe. Alors j'ai choisi OZ, mais ça aurait pu être OX ou Y. J'appelle R cette rotation. Donc invariance par rotation autour d'un axe. J'imagine une distribution de charge ayant la forme d'un cylindre D, avec l'axe OZ, donc vue de dessus, vous retrouvez l'axe OZ. Et j'imagine que j'ai le même ρ partout. Par contre, le vecteur J, il va avoir cette représentation-là. Voilà. J'appelle M un point quelconque, qui aurait pu être dans la distribution, mais pour simplifier, je l'ai mis à l'extérieur, et petit q, une charge qui se trouve au point M. Alors, quelle est la constatation qui permet de justifier qu'il y a bien une invariance par rotation pour la distribution de charge? Alors, quel que soit A, donc quel que soit le point A de la distribution, quel que soit A' image de A par n'importe quelle rotation, donc une rotation autour d'un axe se caractérise par un angle, par exemple l'angle θ, qui sert à repérer la rotation autour de OZ. Donc A', j'aurais pu le prendre ici ou ici, enfin pour une autre valeur de θ, peu importe, A' est bien l'image de A par une rotation. Si je constate que ρ en A' égale ρ en A, et que J en A', eh bien c'est R rond J en A, donc l'image de J en A par la rotation R. Donc c'est exactement le cas sur mon dessin, hein. Je vois bien que J, c'est bien J en A', c'est bien l'image de J en A. Eh bien, si je constate ça pour tous les points A et toutes les images A' de A par n'importe quelle rotation pour n'importe quel angle θ, eh bien, je constate qu'il y a bien une invariance par rotation autour de OZ pour la distribution. Je dis donc qu'il y a invariance par rotation de la distribution autour de l'axe OZ. Alors ça, qu'est-ce que ça va nous fournir comme information? Eh bien, les conséquences sur les effets, donc la force de Lorentz, c'est que la force de Lorentz est indépendante de l'angle θ. Donc l'angle θ qui caractérise la rotation, eh bien il ne peut pas intervenir dans l'expression de la force de Lorentz. C'est impossible si vous constatez qu'il y a une invariance par rotation. Alors ça, bien sûr, ça permet d'en déduire que le champ électrique et le champ magnétique sont donc indépendants de θ. Donc le champ électrique et le champ magnétique créés par la distribution de charge électrique au point M, où se trouve la charge Q qui subit la force de Lorentz, eh bien ces champs ne peuvent pas dépendre de la variable θ. Alors évidemment, cette propriété, elle interviendra quand vous serez en géométrie cylindrique. Et ça permettra de réduire le nombre d'inconnus, de réduire le nombre de degrés de liberté, puisqu'on pourra dire que l'angle θ des coordonnées cylindriques ne pourra pas intervenir dans l'expression de E et B. Donc invariance par rotation autour de l'axe OZ. Voilà, rien de plus à dire sur les propriétés d'invariance. On aura évidemment l'occasion de les utiliser de nombreuses fois en application et en TD, sur des exemples concrets. Maintenant, petit b, voyons les propriétés de symétrie. Alors, là, il y en a deux aussi. Il y a le plan de symétrie et le plan d'antisymétrie. Alors, premièrement, on va commencer par le plan de symétrie. J'appelle P un plan de symétrie. J'appelle S la symétrie plane de plan P. Donc là, c'est pareil, j'ai représenté une distribution de charge électrique, c'est une espèce de tranche, si vous voulez, hein. Et j'appelle P donc le plan perpendiculaire à la feuille qui coupe la tranche en deux, si vous voulez. J'ai considéré que j'avais la même distribution de charge ρ partout. Par contre, j'avais pas la même distribution de J, mais on va voir qu'on va respecter effectivement le plan de symétrie. Ok. Alors, constatation. Pour l'instant, vous vous occupez pas de ce qu'il y a en bas, on va expliquer après. Donc j'ai la distribution de charge électrique, le plan P, et qu'est-ce que je constate? Je constate que quel que soit le point A dans la distribution, quel que soit A', l'image de A par la symétrie plane de plan P, donc si vous voulez, quel que soit A', le symétrique de A par le plan P, donc A' est bien le symétrique de A, je constate que
ρ en A' égale ρ en A. Et je constate que J en A', c'est l'image de J en A. Donc le symétrique de J en A par le plan P. Donc c'est son image, si vous voulez. C'est bien ce que j'ai représenté sur le dessin. Si vous constatez ça, quel que soit le point A, quel que soit le point A', vous en déduisez alors que le plan P est un plan de symétrie pour la distribution de charge. Voilà, ça vous permet de justifier, de prouver que le plan P est bien un plan de symétrie pour la distribution de charge électrique D. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, et ce sera, rassurez-vous, relativement évident à chaque fois qu'on en aura besoin. Voilà pour la constatation. Alors maintenant, pour expliquer ce qui va se répercuter comme propriété de symétrie sur les effets, donc sur la force de Lorentz et sur les champs électriques et magnétiques. Alors là, je vais envisager un point M quelconque, où j'ai une charge Q positive, et je vais envisager M', son image, par le plan P. Et en M', j'ai imaginé que j'ai une même charge Q positive. Ok? Eh bien, la force de... Alors, quel que soit le point M, et quel que soit M', son image, par le plan P, donc par la symétrie plane de plan P, la force de Lorentz en M' est forcément la symétrique de la force de Lorentz en M. Donc la force de Lorentz en M' est forcément image de la force de Lorentz en M. Ça résulte du principe de Curie. Donc on dit symétrique, image, par la symétrie, par le plan P, peu importe. Ça veut dire que si je considère que la force électrique, attention, dans la force de Lorentz, j'ai pris que la partie électrique pour l'instant. Si la force électrique dans la force de Lorentz est sous cette forme-là, avec la flèche verte ici, puisque la force électrique c'est Q fois E, le champ électrique il est comme ça. En M', j'ai forcément la force électrique image, symétrique. Donc la force électrique en M' est bien l'image de la force électrique en M. Donc le champ électrique, puisque la force électrique c'est toujours QE, le champ électrique il est comme ça. Je constate alors que les deux champs électriques sont images, sont symétriques par le plan P l'un de l'autre. C'est bien ce que j'ai écrit. Donc, le champ électrique en M' et le symétrique S seront E en M, le symétrique du champ électrique en M. Donc le champ électrique en M' est le symétrique et l'image, si vous préférez, du champ électrique en M par le plan P. Donc si vous détectez un plan de symétrie pour une distribution de charge, vous avez le droit de prendre n'importe quel point M et son image M' par ce plan P, et dire que le champ électrique en M et en M', ils sont images l'un de l'autre, ils sont forcément symétriques. Ça ne veut pas dire identiques, hein. Ils sont symétriques. Mais ça va plus loin. Parce que, en effet, rien ne m'interdit, et ça va être très intéressant dans beaucoup de situations, rien ne m'interdit de prendre le point M sur le plan P. Mais dans ces conditions, M et M' sont confondus. Et par continuité du champ électrique, il n'y a pas de raison qu'il y ait une discontinuité à gauche et à droite du plan P pour le champ électrique, le champ électrique en M égale le champ électrique en M'. Donc forcément, quand M et M' tendent vers le même point M sur le plan P, les deux champs images l'un de l'autre doivent tendre vers le même vecteur. Alors ça veut dire que le champ électrique, il est forcément contenu dans le plan P. Donc si M appartient au plan P, à ce moment-là, M est confondu avec le point M', et par continuité, le champ électrique en M' égale au champ électrique en M, donc le champ électrique est forcément contenu dans le plan P. On appelle ça un vecteur axial. Un vecteur qui est forcément contenu dans un plan de symétrie, on appelle ça un vecteur axial. C'est le cas du champ électrique. Si vous avez un plan de symétrie dans une distribution de charge électrique, eh bien obligatoirement, si vous prenez un point M sur ce plan, le champ électrique au point M sur ce plan est forcément contenu dans le plan. Alors attention, maintenant, parce que ça paraît relativement naturel tout ça. Maintenant, c'est un peu plus compliqué avec le champ magnétique. Exactement la même situation, la même distribution, le même plan P, le même A, le même A', les mêmes ρ, les mêmes J, etc. Le même point M, le même point M'. Mais cette fois-ci, je vais me concentrer uniquement sur la deuxième partie de la force de Lorentz, sur la partie dite Fmag, force magnétique. Je vais donc considérer qu'au point M, j'ai toujours la charge Q positive et que cette charge elle a une vitesse VQ perpendiculaire à la feuille vers vous. En M', situation symétrique, j'ai la même charge, et j'ai le vecteur symétrique, donc ici le même vecteur, donc l'image de VQ, donc ici le même vecteur. Je vais envisager la force magnétique comme ceci, et puisque la force de Lorentz est image en M' et image de celle en M, la force magnétique en M', elle est bien image de la force magnétique en M, comme pour la force électrique tout à l'heure, donc comme globalement pour la force de Lorentz, qui est la somme des deux forces, force électrique plus force magnétique. Et là, attention, si la force magnétique elle est comme ça, la force magnétique c'est QVQ vectoriel B, donc d'après la règle du trièdre direct pour les produits vectoriels, le vecteur B il est forcément comme ça. Vous avez bien QVQ vectoriel B égale Fmag.
Donc le vecteur B, il est perpendiculaire à Fmag et perpendiculaire à VQ, et donc dans le plan de la feuille, il est donc vers le haut, avec un angle droit ici. Mais en M', QVQ vectoriel B égale Fmag, ça vous donne forcément un vecteur B vers le bas. Vous pouvez le vérifier avec le trièdre direct, règle de la main droite, trièdre direct. Ça veut dire que le champ magnétique en M', eh ben c'est pas le symétrique du champ magnétique en M. C'est exactement l'antisymétrique. Le champ magnétique en M', c'est moins S rond B en M. Donc le champ magnétique en M', c'est l'antisymétrique du champ magnétique en M. Quand vous trouvez un plan de symétrie, si vous prenez un point M quelconque et M' sont symétriques, sont en image par le plan P, les deux champs magnétiques en M' et en M sont antisymétriques, anti-image. Alors ça, c'est une surprise. Enfin, une surprise, non, parce qu'on sait pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est assez inhabituel. Et en effet, si le point M appartient au plan P, on a le droit, donc si M et M' sont confondus, par continuité, B en M égale B en M', puisque la force magnétique ne va pas être discontinue, elle ne va pas changer de part et d'autre du plan, eh bien ça veut dire que si on veut que les deux vecteurs B tendent vers le même vecteur, si M tend vers M', eh bien c'est que B est forcément perpendiculaire, et ici dirigé vers la gauche, perpendiculaire au plan P. Donc ça veut dire que le champ magnétique, en un point M appartenant au plan de symétrie, il est forcément perpendiculaire au plan P. Pas contenu dedans, rigoureusement perpendiculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un vecteur polaire. Un vecteur qui est forcément perpendiculaire à un plan de symétrie, on appelle ça un vecteur polaire. Et c'est le cas du champ magnétique. Alors pourquoi le champ magnétique, il ne fait pas comme le champ électrique? Eh bien, on va expliquer pourquoi. C'est parce que le champ magnétique, en réalité, en toute rigueur, ça s'appelle un pseudo-vecteur. Et on devrait mettre une flèche arrondie dessus, mais ne le faites pas, c'est juste une remarque. Or, pourquoi c'est un pseudo-vecteur? Parce que son sens, en réalité, il n'est pas défini de manière unique. Sa direction, oui. Son expression, sa norme, oui. Mais pas son sens. Son sens, il dépend d'une convention d'orientation. Car le champ magnétique, il est défini par un produit vectoriel, QV vectoriel B dans la force de Lorentz. Et pour caractériser ce produit vectoriel, vous utilisez une convention pour trouver un sens au vecteur. Vous utilisez la règle de la main droite, la règle du trièdre direct. Ça veut dire que B est un pseudo-vecteur puisque sa définition découle d'un produit vectoriel, donc son sens, il dépend d'une convention d'orientation. Ça veut dire que son sens, il est bien unique si on choisit la convention d'orientation du trièdre direct, ce qu'on fait au niveau international. Mais on aurait pu choisir la convention du trièdre indirect, ou la règle de la main gauche. Et à ce moment-là, le vecteur B, il aurait eu un autre sens. Ça n'aurait pas changé la force de Lorentz, évidemment, mais ça aurait changé le sens du champ B. Donc attention, le sens du champ magnétique, il dépend d'une convention d'orientation, puisque sa définition fait intervenir un produit vectoriel. Alors il y en a d'autres des pseudo-vecteurs. Hein. Vous avez le vecteur rotation, vous avez le vecteur moment cinétique, vous avez le vecteur moment d'une force, donc le couple, hein, si vous voulez. Tout ça, ce sont des vecteurs qui sont définis par des produits vectoriels. Donc, là aussi, ces vecteurs, leur sens, il dépend d'une convention d'orientation. En fait, il n'est pas défini de manière unique. Il dépend d'une convention d'orientation. C'est pour ça que le champ B, il n'a pas les mêmes propriétés de symétrie que le champ électrique. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième propriété. Deuxièmement, c'est le plan d'antisymétrie, P'. Alors, j'appelle S la symétrie plane de plan P', et P' ce sera un plan d'antisymétrie pour la distribution de charge, vous allez voir pourquoi. J'ai repris le même dessin que tout à l'heure, sauf que là, je considère qu'en A', j'ai moins ρ, et qu'en A', vous avez compris, hein, j'ai J qui est l'antisymétrique, donc qui est l'anti-image de J en A. Bien. Alors, la constatation. Vous avez une distribution de charge électrique, et vous constatez qu'un plan P' est un plan d'antisymétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout point A appartenant à la distribution D, quel que soit A', son image par S, donc par la symétrie de plan P', eh bien vous constatez alors que ρ en A', c'est toujours égal à moins ρ en A, et que J en A', c'est moins S rond J en A. C'est-à-dire que J en A', c'est l'anti-image, c'est l'antisymétrique de J. C'est exactement ce qu'on voit sur le dessin. Si vous constatez ça pour tous les points A et pour leur image A', c'est que P' est un plan d'antisymétrie pour la distribution de charge électrique. Quelles sont les conséquences? Vous avez compris, hein, ça va être le contraire du plan de symétrie, mais on va quand même le présenter proprement. Quelles sont les conséquences? Bien, quel que soit M et quel que soit M',
son image par la symétrie de plan P'. Je prends une charge Q positive en M, une charge Q positive en M'. Eh bien, si P' est un plan d'antisymétrie pour les causes des charges électriques, eh bien, les conséquences, la répercussion pour les effets, la force de Lorentz, c'est que la force de Lorentz en M' va être l'antisymétrique de la force de Lorentz en M. Donc, l'anti-image, moins S rond FL en M. Ça va donc être le cas pour la force électrique et la force magnétique, hein, puisque la somme des deux donne la force de Lorentz. Commençons par regarder ce que ça donne donc pour le champ électrique. Alors, si la force électrique en M, elle est comme ça, c'est-à-dire la force électrique subie par la charge Q positive en M de la part de la distribution de charge D, eh bien en M', j'ai forcément la force électrique antisymétrique, anti-image, comme ceci. Donc le champ électrique, puisque la force électrique c'est QE, il est bien anti-image, antisymétrique de E. Donc ça paraît assez normal ça. C'est-à-dire que si j'ai un plan d'antisymétrie pour les charges électriques, pour la distribution de charges électriques, eh bien le champ électrique il est transformé par son antisymétrique, par un plan P' d'antisymétrie. D'accord? Donc E en M', c'est l'antisymétrique de E en M par P', par le plan d'antisymétrie, pas de problème. Et si M appartient à P', donc si M est confondu avec M', par continuité, bah le champ électrique il doit être perpendiculaire à P'. Alors en effet, si je fais tendre M et M' vers le point M qui appartient à P', pour avoir égalité, continuité des champs électriques, bah c'est que le champ électrique il est forcément perpendiculaire, effectivement, au plan P'. Ça veut dire que c'est un vecteur axial. Hein. Un vecteur axial, il est contenu dans un plan de symétrie, il est perpendiculaire à un plan d'antisymétrie. C'est le cas du champ électrique. Donc le champ électrique, c'est assez naturel. On dit que c'est un vrai vecteur, si vous voulez. Sa définition ne dépend pas d'un produit vectoriel, pas du tout. Alors évidemment, le champ magnétique, il ne va pas faire comme les autres. Je reprends la même configuration, exactement la même, sauf que là, cette fois-ci, je considère une force magnétique. Donc, et j'ai considéré donc VQ la vitesse de Q positif en M et la situation symétrique en M' avec VQ symétrique Q positif. Donc, si P' est un plan d'antisymétrie pour la distribution de charge, eh bien, c'est un plan d'antisymétrie pour les causes, donc les charges, les ρ, J, la répercussion, les conséquences pour les effets, donc la force de Lorentz, donc la force magnétique, c'est que la force magnétique en M', le symétrique de M, elle est forcément antisymétrique, anti-image de la force magnétique en M, comme pour la force électrique. Donc la somme des deux, la force de Lorentz, c'est bien antisymétrique, tout va bien. Mais, puisque Fmax c'est QVQ vectoriel B, et que j'utilise la convention du trièdre direct, de la règle de la main droite, le vecteur B est perpendiculaire à Fmag et contenu dans le plan de la feuille, bien sûr, mais vers le haut. Et en M', même chose, il va aussi être vers le haut, vous pouvez vérifier, QVQ vectoriel B donne bien le Fmac qui est comme ceci. Ça veut dire que le champ magnétique B en M', il est image du champ magnétique B en M. Il est symétrique du champ magnétique B en M. Donc un plan d'antisymétrie pour des charges électriques transforme le champ magnétique en son symétrique. S rond B en M, pas l'antisymétrique comme pour le champ électrique. C'est parce que le champ B est un vecteur polaire. C'est parce que sa définition, enfin en tout cas son sens, dépend d'une convention d'orientation. Il y a un produit vectoriel dans sa définition. Évidemment, si M appartient à P', M confondu avec M', par continuité B en M' égale B en M, et pour qu'il y ait égalité B en M en M', bah c'est que B appartient à P'. Un champ magnétique, il va appartenir à un plan d'antisymétrie, forcément, puisqu'il est polaire. Et voilà. Vous avez donc toutes les propriétés d'invariance et de symétrie, que l'on va pouvoir évidemment répercuter dans le petit c sur les lignes de champ. Donc en résumé, deux propriétés d'invariance. Invariance par translation, invariance par rotation. Invariance par translation selon une direction cartésienne, ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique ne peuvent pas dépendre de cette variable, x par exemple, si c'est invariance par translation selon x. Deuxième propriété d'invariance, invariance par rotation de la distribution de charge électrique autour de l'axe OZ, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique produits par cette distribution de charge en tout point M, ces deux champs ne pourront pas dépendre de la variable θ qui caractérise la rotation autour de l'axe OZ. Maintenant, les propriétés de symétrie. Si vous détectez un plan de symétrie pour une distribution de charge électrique, ça veut dire que le champ électrique créé en un point M, il sera transformé en M', le symétrique de M par ce plan de symétrie, par le symétrique. Alors que pour le champ magnétique, il va être transformé en son antisymétrique.
Si le point M appartient à ce plan P, à ce moment-là, le champ électrique est dans le plan, le champ magnétique est perpendiculaire au plan. Dernière propriété, le plan d'antisymétrie. Si vous détectez un plan d'antisymétrie pour une distribution de charge électrique, le champ électrique produit par cette distribution en n'importe quel point M sera transformé en M', le symétrique de M par le plan P', sera transformé en son antisymétrique. Le champ magnétique sera transformé en son symétrique, c'est le contraire. Ça veut dire que si le point M appartient au plan P', le champ électrique sera perpendiculaire au plan P', et le champ magnétique sera contenu dans le plan P', le contraire du plan de symétrie. Alors maintenant, petit c, propriétés concernant les lignes de champ. Alors on va commencer par les propriétés sur les lignes de champ électrique, puis ensuite les propriétés sur les lignes de champ magnétique. Les lignes de champ électrique, ce sont les courbes tangentes au vecteur champ électrique, comme les lignes de courant en mécanique des fluides étaient les courbes tangentes au champ des vitesses V. À partir de là, il n'y a pas de grosse surprise. Alors les lignes de champ électrique, eh bien on va constater qu'elles sont symétriques par rapport à un plan de symétrie, elles sont antisymétriques par rapport à un plan d'antisymétrie, elles sont collinéaires à un plan de symétrie et elles sont perpendiculaires à un plan d'antisymétrie. Voilà les 4 propriétés des lignes de champ électrique. Bien sûr, on va tout de suite observer ça sur un exemple concret, avec un schéma, une distribution très simple, mais qui permet de bien résumer ce qui se passe. Je choisis une distribution de charge électrique très simple, puisque je prends 2 protons. Voilà, 2 charges plus, donc 2 protons qui ne bougent pas, qui sont fixes. Je constate alors en effet que le plan grisé foncé est donc un plan de symétrie. On vous a représenté donc la cartographie des lignes de champ électriques produites par ces 2 protons. Alors bien sûr là il faudrait démontrer tout ça, mais là vous admettez que la cartographie des lignes de champ électriques elle est bien comme ceci. Comme vous pouvez le constater, ces lignes de champ sont orientées par des flèches, hein, donc un champ électrique, comme tout champ vectoriel, bah, ça a une direction et un sens. Et on vous a représenté ce champ électrique en quelques points, M1, M4, M5, M3, M2. Alors le plan grisé foncé est un plan de symétrie évidemment pour les charges, là il n'y a que 2 charges ponctuelles qui ne bougent pas, donc si je prends le plan qui passe par le milieu, c'est bien un plan de symétrie. Et vous voyez bien que les lignes de champ électrique, elles sont bien symétriques par rapport à ce plan grisé foncé. Le champ E1, il est bien symétrique du champ E5. M5, c'est bien le symétrique de M1 par ce plan. D'accord? Même chose en bas. Alors on ne l'a pas dessiné, mais on voit bien que les lignes de champ électrique, elles sont symétriques là et là. Donc là, pas de souci. De la même façon, le plan gris éclair, c'est-à-dire le plan qui contient les charges plus et les 2 charges plus et qui serait perpendiculaire à la feuille, si vous voulez. Qui transforme donc M1 en M2, si vous préférez. Ça aussi un plan de symétrie. Alors pourquoi? Parce qu'il contient les 2 charges, donc il transforme les charges en elles-mêmes. C'est un plan de symétrie pour la distribution de charges, et je vois bien que les lignes de champ électrique sont bien symétriques par rapport à ce plan gris éclair. Donc en M2, j'ai bien E2 symétrique du champ électrique en M1. Donc là, il n'y a pas de grosse surprise. Maintenant, les 2 autres propriétés. Alors, en un point appartenant à un plan de symétrie, on a dit que les lignes de champ elles devaient être contenues dedans. Alors en effet, on voit bien que les lignes de champ elles deviennent collinéaires au plan grisé foncé. Donc en M4, la ligne de champ elle est contenue dans le plan grisé foncé. Dans le plan grisé clair, on voit bien qu'en M3, qui appartient à ce plan, eh bien les lignes de champ, vous voyez bien, elles sont bien contenues dans le plan. Donc il n'y a pas de souci. Sauf que vous avez le droit quand même de dire, enfin pour ceux qui l'auraient constaté, donc on a bien les 4 propriétés. Hein. Les lignes de champ électriques, pardon, on n'a pas les 4 propriétés, excusez-moi, il en manque 2, mais on a un autre dessin après. On a bien les lignes de champ électriques, elles sont symétriques par rapport au plan de symétrie, et elles sont contenues, collinaires, si vous voulez, au plan de symétrie. Ça se voit bien. Mais là, on a l'impression que pour le plan gris éclair, là, dans cette zone-là, on a l'impression que les lignes de champ elles vont être perpendiculaires. Là, on voit la ligne de champ qui passe par M4, là, qui est contenue dans le plan grisé foncé. On a l'impression que si on la prolonge, qu'elle va être perpendiculaire au plan grisé clair. C'est pas très cohérent, ça. Une ligne de champ électrique, elle doit pas être perpendiculaire à un plan de symétrie. Mais quelle est l'explication? L'explication, c'est qu'en réalité, dans cette zone-là, les lignes de champ, elles n'existent pas, parce que le champ électrique, il est nul. En effet, on comprend que par symétrique, si je me place pile poil au milieu entre les 2 charges, bah, j'ai les 2 champs électriques qui se compensent. Effectivement, le champ électrique total, il est nul. Donc voilà pourquoi, dans cette zone-là, il n'y a pas d'incohérence. Les lignes de champ ne sont pas perpendiculaires au plan de symétrie, c'est qu'il n'y a pas de ligne de champ ici. C'est que le champ électrique, il est nul. D'accord? J'ai dû faire un petit dessin pour vous expliquer ça. Ça doit être ici. Voilà, je l'avais fait ici.
Donc attention, dans cette zone-là, le champ électrique il est nul, donc on n'a pas les lignes de champ qui deviennent, ce qui serait totalement incohérent et qui contredirait le principe de Curie et les propriétés de symétrie. On n'a pas du tout les lignes de champ qui sont perpendiculaires, il n'y a pas de souci. Passons maintenant à un autre schéma simple pour caractériser les autres propriétés. Alors cette fois-ci, j'ai choisi deux charges ponctuelles, là aussi, un proton, un électron. Une charge plus, une charge moins, fixe, d'accord. J'en déduis donc que le plan grisé foncé, c'est un plan d'antisymétrie, puisqu'il transforme plus en moins, ou moins en plus. Donc c'est un plan d'antisymétrie, dans une situation simple, mais c'est parfaitement parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes de champ électriques sont antisymétriques par rapport à ce plan grisé foncé. Et en effet, si je prends M1, le symétrique de M2 par ce plan grisé foncé, le champ électrique en E2, il est bien antisymétrique du champ électrique en E1. Alors vous allez me dire, mais c'est les mêmes courbes. Oui, mais regardez les flèches, elles sont orientées différemment. Donc elles sont bien antisymétriques. Ok? Par contre, le plan gris éclair, qui contient la charge plus et la charge moins, donc qui transforme la distribution de charge en elle-même, c'est un plan de symétrie. Donc, en M3 et en M2, j'ai bien des lignes de champ symétriques, donc des vecteurs symétriques. E3, c'est bien l'image de E2 par le plan gris éclair. Pas d'incohérence. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les lignes de champ électriques, elles étaient perpendiculaires au plan d'antisymétrie. En effet, vous voyez que les lignes de champ électriques, elles vont couper le plan grisé foncé perpendiculairement. C'est le cas en M4 avec E4, et ce serait le cas ici, 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 partout. Donc, en effet, les lignes de champ électriques, elles vont bien couper perpendiculairement les plans d'antisymétrie. Alors que le plan gris clair, qui est un plan de symétrie, on voit bien que les lignes de champ sont contenues dedans. En M5, le champ électrique E5, il est bien contenu dans le plan gris éclair, donc absolument pas d'incohérence. Ok? Donc pas d'incohérence du tout. On a bien partout les lignes de champ qui sont perpendiculaires au plan d'antisymétrie, même ici au milieu. Alors là, bien sûr, là c'est un cas particulier, puisque là vous êtes à l'intersection entre le plan gris foncé et le plan gris clair, vous êtes à l'intersection, et vous voyez bien que les lignes de champ, elles sont donc à la fois contenues dans le plan gris clair, et perpendiculaires au plan gris foncé, puisqu'on doit respecter les deux propriétés. Donc c'est parfaitement cohérent. On vient donc de caractériser les quatre propriétés à retenir sur les lignes de champ et donc sur une cartographie de lignes de champ électriques qui peut vous être fournie. On peut vous demander de caractériser ces propriétés de symétrie. Ensuite, d'autres petites choses. Alors on sait que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. C'est l'équation de Maxwell-Gauss et c'est une équation locale, valable en n'importe quel point. Ça veut dire qu'à un endroit où il y a des charges, où ρ est non nul, eh bien, si ρ est positif, div de E est positif. Ça fait penser à explosion. Alors on a vu en mécanique des fluides que quand la divergence du champ des vitesses était positive, ça voulait dire qu'à cet endroit-là, les bulles de fluide, elles explosaient, donc que leur volume augmentait. Eh bien, en électromagnétisme, quand vous avez div de E qui est strictement positif, ça veut dire qu'à cet endroit-là, vous avez les lignes de champ électrique qui vont exploser. Donc ça veut dire que les lignes de champ électrique se coupent en explosant à cet endroit-là. Alors, on va regarder, c'est exactement ce qu'on voit sur les croquis, sur les schémas. Ici aussi, mais voilà, ici c'est encore plus parlant. On voit bien que à l'endroit où il y a une charge positive, eh bien les lignes de champ elles se coupent et elles explosent, elles sortent de la charge plus, elles rentrent pas, elles explosent. Div de E positif, explosion des lignes de champ qui vont donc sortir de cet endroit, qui vont donc couper cet endroit et sortir de cet endroit. Alors bien sûr, si la charge est négative, c'est le contraire, ça implose. C'est bien ce qu'on voit ici. Donc là, ça explose, charge plus, et là, ça implose, les lignes de champ, elles rentrent sur la charge négative. Donc lorsque la divergence du champ électrique est non nulle, ça veut dire que vous êtes à un endroit en un point où il y a des charges, donc ρ, moins de charge ponctuelle, et bien là, les lignes de champ vont se couper et elles vont imploser. Si ρ est négatif, c'est bien ce qu'on a vu sur le schéma de tout à l'heure. Et pour en finir avec le champ électrique, dans une zone où il n'y a pas de charge, donc ρ égale 0, à ce moment-là, div de E égale 0. À un endroit où il n'y a pas de charge, bah, ρ égale 0, donc div de E égale 0. Et si div de E égale 0, tiens, le champ électrique devient un vecteur à flux conservatif. Comme d'autres vecteurs qu'on a pu voir précédemment. Comme JQ, le vecteur J, on en a parlé d'ailleurs déjà dans le chapitre grand 1 d'électromagnétisme. Ça veut dire que le champ électrique vérifie alors, dans une zone où il n'y a pas de charge, les deux propriétés
des champs vectoriels à flux conservatif. C'est-à-dire que le flux du champ électrique à travers une surface fermée fixe quelconque est nul. Donc, il va y avoir une loi des nœuds pour le flux du champ électrique. Donc, le flux à travers la surface fermée vaut forcément 0. Et propriété numéro 2, le flux du champ électrique à travers toutes les sections d'un même tube de champ électrique fixe se conserve. Donc, le flux du champ électrique à travers S1 est forcément égal au flux du champ électrique à travers S2. Alors, un tube de champ électrique, évidemment, c'est une surface latérale, un tube qui est tapissé, qui est constitué uniquement par des lignes de champ électrique. Ça veut dire qu'en tout point de cette surface latérale, le champ électrique, il est tangent. Tangent à cette surface latérale, on parle de tube de champ électrique. Alors, ça va se répercuter comment sur la cartographie des lignes de champ? Alors bien sûr, sur une cartographie de lignes de champ, on n'est pas en 3 dimensions, on est en 2 dimensions. Donc un tube de champ, c'est juste 2 lignes de champ. Alors si les 2 lignes de champ restent parallèles, ça veut dire que le flux du champ électrique à cet endroit-là est égal au flux du champ électrique à cet endroit-là. Donc le champ électrique fois la surface est égal au champ électrique fois la surface. Donc le champ électrique en A est égal au champ électrique en B, puisque j'ai la même surface, S1 et S2, pour ce tube de champ. Par contre, si les lignes de champ s'écartent, ça veut dire que la surface, la section du tube de champ en B, elle est plus grande qu'en A, donc le champ électrique en B est plus petit qu'en A. C'est comme pour la vitesse en mécanique des fluides. J'ai une zone où le champ électrique diminue. Et si les lignes de champ se resserrent, c'est une zone où le champ électrique augmente. Voilà. Alors on va observer ça sur les schémas. Hein. Alors en effet, si vous prenez ces deux lignes de champ ici, vous voyez là elles se resserrent. Ça veut dire que le champ électrique il augmente quand vous vous rapprochez de la charge moins. Ça paraît assez cohérent. Hein, le champ électrique il augmente quand on s'approche de la ligne de champ. Là, vous avez les lignes de champ qui s'écartent, ça veut dire que le champ électrique il diminue quand on s'éloigne de la charge positive. Ça paraît assez cohérent aussi. Si on regarde ça sur l'autre schéma, voilà, même chose, hein, vous retrouvez un petit peu les mêmes propriétés. Alors là, on voit que les lignes de champ elles sont quasi parallèles dans cette zone, hein, donc on induit que là, le champ électrique, il varie plus quand on s'éloigne, quand on passe dans cette zone-là, on a le champ électrique qui varie quasiment pas, puisque le tube de champ, il a une section qui ne varie pas. Ça, évidemment, c'est assez intéressant. Bien, je pense qu'on a fait le tour des propriétés des lignes de champ électriques, des propriétés qu'on va retrouver sur les cartes, les cartographies de lignes de champ électriques, et on va pouvoir terminer avec les propriétés des lignes de champ magnétiques. Alors, évidemment, les lignes de champ magnétiques, c'est pas compliqué, c'est le contraire. C'est le contraire des propriétés des lignes de champ électriques. Donc les lignes de champ magnétique, elles vont être antisymétriques par rapport à un plan de symétrie. Elles vont être symétriques par rapport à un plan d'antisymétrie, c'est tout le contraire. Elles vont être perpendiculaires à un plan de symétrie. Et elles vont être contenues collinaires à un plan d'antisymétrie. Voilà. Alors ça c'est pareil, on va l'observer sur un dessin. Donc voilà le dessin. Donc j'ai choisi une distribution assez simple. J'ai pris une boucle de courant. Donc j'imagine des charges positives qui tournent dans ce sens-là et qui produisent effectivement donc une boucle de courant électrique. Donc ça, cette boucle de courant électrique, c'est la source, c'est la cause. Et donc j'ai la cartographie des lignes de champ magnétique. Alors vous avez normalement déjà observé des cartographies de lignes de champ magnétique en première année, notamment autour d'une petite boucle de courant, une boucle de fil de cuivre reliée à une pile avec un courant qui circule. Et pour observer ces lignes de champ, en général, on met de la limaille de fer, et les petites particules de limaille de fer s'orientent selon les lignes de champ magnétique, et ça permet d'observer ce type de cartographie. Ça veut dire que le plan en gris clair, qui contient la boucle de courant, est un plan de symétrie. Parce qu'il transforme donc la boucle de courant en elle-même, donc c'est un plan de symétrie pour les sources. Donc plan de symétrie. Ça veut dire que le champ magnétique, les lignes de champ magnétique vont être antisymétriques par rapport à ce plan en gris clair. Et en effet, c'est bien le cas. Vous voyez bien qu'en M3, le symétrique de M2 par ce plan en gris clair, les lignes de champ magnétique sont antisymétriques. B3, c'est bien l'anti-image de B2. Voilà, on s'en doutait. On voit bien que partout, les lignes de champ magnétique sont antisymétriques par rapport à ce plan en gris clair. Par contre, le plan en gris foncé, c'est un plan d'antisymétrie. Alors en effet, si vous prenez la boucle de courant, vue de dessus, si vous la coupez en deux par ce plan en gris foncé, si vous regardez de part et d'autre, vous avez des vecteurs J antisymétriques. Alors pour vos camarades qui sont en cours au tableau, c'est peut-être plus facile parce que je vais leur faire le dessin. Vous, il faut imaginer que ce plan en gris foncé, qui coupe la boucle de courant en deux, c'est un plan d'antisymétrie. Ça veut dire que le vecteur J ici, si je me place de l'autre côté, j'ai le vecteur J antisymétrique.
Donc c'est un plan d'antisymétrie. Ça veut dire que les lignes de champ magnétique, elles sont symétriques par rapport à ce plan en gris foncé. Et en effet, en M1 et en M2, le symétrique de M1, vous avez bien B2 symétrique de B1, B2 image de B1. Et les lignes de champ magnétique sont symétriques par rapport à ce plan en gris foncé. Car le plan en gris foncé est un plan d'antisymétrie pour les charges, pour les sources, donc ici pour la boucle de courant. Et enfin, on constate que dans ce plan en gris foncé, les lignes de champ magnétique sont collinéaires. Vous voyez bien que les lignes de champ magnétique en M6 avec B6, les lignes de champ magnétique sont contenues dans ce plan en gris foncé. Elles sont collinaires à ce plan en gris foncé puisque c'est un plan d'antisymétrie. Alors que pour le plan en gris clair, les lignes de champ magnétique sont perpendiculaires, coupent perpendiculairement effectivement ce plan en gris clair, en M4, en M5, et là aussi, enfin partout où les lignes de champ magnétique coupent ce plan en gris clair. Donc les lignes de champ magnétique, elles sont bien perpendiculaires à un plan de symétrie. C'est tout le contraire du champ électrique, et on le voit parfaitement ici. Alors ensuite, concernant la divergence de B, là c'est facile, la divergence de B, elle est tout le temps nulle, toujours. Ça veut dire que B sera toujours un vecteur à flux conservatif. Div de B sera toujours égal à 0. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'explosion et d'implosion des lignes de champ. Ça veut dire en un point de l'espace, il n'y aura jamais d'implosion ou d'explosion des lignes de champ magnétique. Ça veut dire que les lignes de champ magnétique, elles ne vont jamais se couper. Alors ça, j'ai dû oublier de l'écrire sur le papier. Vos camarades, bien sûr, je vais leur écrire au tableau. Donc j'ai oublié de l'écrire. Les lignes de champ magnétique ne se coupent jamais. Vous ne verrez jamais des lignes de champ magnétique se couper. Car div de B sera toujours égal à 0. Il n'y aura donc jamais d'explosion ou d'implosion des lignes de champ magnétique en un point. Elles ne vont jamais sortir ou rentrer d'un point. C'est impossible. Elles ne vont jamais se couper en un point, car il n'y aura jamais d'explosion ou d'implosion des lignes de champ magnétique. B est toujours un vecteur à flux conservatif. Donc on respectera toujours les deux propriétés des vecteurs à flux conservatifs. Donc le flux du champ magnétique sera toujours égal à 0 à travers une surface fermée fixe. On pourra toujours appliquer la loi des nœuds pour le flux magnétique. Et le flux du champ magnétique à travers un tube de champ magnétique fixe se conservera toujours à travers toutes les sections de ce tube de champ. Un tube de champ magnétique, c'est un tube, une surface latérale tapissée constituée de lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique, ce sont les courbes sur lesquelles le vecteur champ magnétique est tangent. Concernant la cartographie des lignes de champ, on aura toujours ces propriétés. Si les lignes de champ restent parallèles, c'est que le champ magnétique est le même en B et en A, car la section du tube de champ A et en B ne change pas. Si les lignes s'écartent, c'est que la section en B augmente, donc le champ magnétique diminue en B. Ça fait comme le débit volumique, donc pour la vitesse en mécanique des fluides. Si les lignes de champ se resserrent, c'est que la section du tube de champ diminue, donc le champ magnétique augmente. Donc là, vous avez une augmentation du champ magnétique. Alors, augmentation, elles se resserrent, mais elles vont jamais se couper. Car div de B égale 0, elles vont jamais imploser. Et là, c'est pareil, elles explosent jamais, donc elles vont jamais se couper. Alors bien sûr, on va voir ça sur l'exemple qui est ici. Donc ici, sur cet exemple-là, vous voyez bien que les lignes de champ ici, elles s'écartent. Donc le champ magnétique, il diminue quand on s'éloigne de la boucle de courant. Ici, les lignes de champ, elles se resserrent. Donc le champ magnétique, il augmente quand on se rapproche de la ligne de courant. Dans cette zone-là, les lignes de champ sont relativement parallèles. Donc là, on dira que dans cette zone-là, le champ magnétique, il ne change pas. Il est uniforme. Il a une norme identique. Mais par contre, vous voyez, ça tourne, mais jamais ça se coupe. Voilà, il n'y a jamais d'endroit où les lignes de champ se coupent. Donc n'oubliez pas de l'écrire sur votre cours, c'est important. J'ai oublié de l'écrire ici sur le document. Voilà, pour le cours de mercredi. Pour le cours de vendredi, si vous n'êtes pas revenu, bien sûr, j'essaierai de faire une vidéo. Si vous avez des questions, c'est par mail, évidemment. Bon courage.